Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Joyeux Noël à vous et bonne année 2025. Acte 8 d'entretien. Nous revenons encore cette fois-ci pour décortiquer une question très cruciale, une question au cœur de politique publique. Il vous souviendrait que lors de sa campagne électorale, il a promis de recréer la classe moyenne congolaise qui est une jonction indispensable pour ce Congo qui doit aller vers son apogée en termes de productivité, mais aussi en termes de développement. Mais comment s'y prendre? Qu'est-ce qui est fait? Quels sont les leviers essentiels pour pouvoir arriver à ces niveaux-là? Et encore une fois de plus, comment valoriser la main-d'œuvre? Comment faire que cette démographie croissante devienne un véritable avantage concurrentiel, devienne un avantage pour les questions de développement? On en parle aujourd'hui dans ces numéros d'entretien avec un invité, pas le moindre, le docteur Silas Nimilema Kangou. Je vous rappelle plusieurs casquettes, au-delà d'être homme d'église, au-delà d'être internationaliste, c'est également un expert en questions de développement. Et c'est avec lui qu'on va développer cette question aujourd'hui sous une thématique intitulée Question de développement à RDC, comment valoriser la main-d'œuvre, mais aussi comment favoriser la production locale. Et pour en parler, docteur Silas, une fois de plus, merci d'être de nôtre. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé, mon cher ami. Alors, je crois que je m'en voudrais si je ne le fais pas. On est à la fin de l'année, c'est le dernier numéro de l'année. Franchement. Nos meilleurs vœux, joyeux Noël, bonne année. Et on espère que le shift s'opère déjà. 2025 sera encore une année de grandes choses parce que après le premier numéro, j'ai eu beaucoup de gens qui se demandaient, écoutez, si l'Église pouvait produire autant d'hommes de cette qualité, je crois qu'on cesserait d'avoir un leadership conduit par des gens, en tout cas coupés de la réalité de gens qui n'ont aucune valeur éthique et morale. Mais c'est tout ce que nous souhaitons. Et j'espère que le docteur Silas est prêt, parce que ça arrivera forcément. Écoutez, je commence d'abord par vous réitérer ce vœu, vœu que je souhaite aussi à vos milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout ailleurs. Nous leur souhaitons une heureuse fin d'année, mais aussi une nouvelle année qui pointe à l'horizon. Nous prions que ça soit l'une des meilleures des années pour chacun de manière individuelle, mais aussi pour nous tous de manière collective, pour que ce soit une année qui s'annonce déjà une année de grands enjeux, donc sur le plan politique, sur le plan moral. Le monde est en train de connaître de fortes mutations. On le voit en international autour de nous, mais même chez nous ici, il y a des symptômes qui prouvent que l'année 2025 sera une année qui nous exigera beaucoup. Devons-nous poser la question si nous sommes prêts à tenir à bras le corps cette année avec toutes ces caprices, parce que je crois que la vie n'est pas segmentée en termes d'années seulement, mais que chaque année est une page vierge qui s'ouvre et nous avons le devoir à la fois divin et patriotique de pouvoir écrire nos plus belles lettres. C'est là, en essayant dans la mesure du possible pour tout un chacun, de contribuer de manière effective dans la consolidation, dans la construction d'une société meilleure. Société que nous allons léguer à nos enfants. Exactement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question que j'ai envie de poser aujourd'hui, je crois que vous êtes un grand observateur, surtout du secteur économique et aussi politique. Ça, je l'ai découvert à mes dépens très récemment. Quand vous regardez la RDC aujourd'hui, vous faites bien de le dire, on a souvent, la plupart des temps, manqué d'intelligence des situations, de saisir des grandes périodes de transition. Je citerai 2008 avec, qu'est-ce que j'ai dit, quelques de nos matières premières, le coltan, je crois que le cobalt, qui reviennent encore d'actualité aujourd'hui. La RDC aujourd'hui est un État qui fait parler de lui sur l'échiquier international, surtout dans les approches économiques avec cette transition du numérique. Mais est-ce que quand vous regardez les politiques de gouvernance, vous avez l'impression que le Congo a saisi l'opportunité, le Congo comprend mieux les enjeux de demain? Écoutez, mon cher ami, honnêteté intellectuelle oblige, j'aimerais que toi et moi nous mettions d'accord. Que la RDC, ce beau pays dont nous sommes citoyens, a malheureusement, dans son parcours, prouvé à la face du monde que c'est un pays qui est devenu champion lorsqu'il faut rater les rendez-vous. C'est comme si nous ne prenions pas conscience
des enjeux, tant dans les temps que dans l'espace. Je vais peut-être aller beaucoup plus loin. Nous n'avons pas suffisamment maximisé, par exemple, notre accession à l'indépendance. Nous n'avons pas maximisé, lorsque le monde a connu cette grande mutation dans la géopolitique internationale, la dislocation du bloc soviétique. Nous n'avons pas maximisé. Et à chaque fois que nous ne maximisons pas, à chaque fois que nous ne profitons pas des transitions, nous ne devenons plus acteurs, mais nous devenons victimes de ces différentes transitions. 2008 même et aujourd'hui, ce qui signifie que même quand on est en face d'une opportunité qui pourrait nous permettre de rebondir, de renaître de nos cendres pour nous présenter comme un État fort, puissant et du point de vue économique, nous avons l'impression que nous ne sommes pas assez affûtés, nous ne sommes pas assez préparés, nous ne sommes pas assez instruits, assez préparés, moralement, spirituellement, intellectuellement, du point de vue du leadership pour pouvoir saisir à bras les cornes ces virages et enfin de se présenter comme une nation qui s'autosuffit. Déjà, il faut comprendre que lorsque les autres nous perçoivent, quelle est la perception que les autres ont de nous et quelle est la perception que nous avons de nous-mêmes? Il faut rappeler ici que du point de vue économique, la RDC est née avec une faiblesse congénitale. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, lorsque l'on sort de la conférence de Berlin en 1885, les 14 puissances qui ont siégé à Berlin pour décider du saucissonnement, du partage du continent africain, tous se sont mis d'accord autour d'un point. C'est que l'État indépendant du Congo, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, a été pensé, a été regardé d'abord avec un regard économique. Et partant de cela, les autres nous ont toujours considérés comme étant un espace de libre marché, un espace ouvert, d'où pour les autres nous sommes un marché et non pas simplement un pays. Pourquoi ils nous considèrent comme un marché? Ils nous considèrent comme étant un marché à cause de ce que nous regorgeons comme ressources, mais aussi de ce que nous représentons comme opportunité. Nous n'allons pas les condamner parce que nous percevoir de la sorte n'est pas une fausseté. Ils le font parce qu'ils se rendent compte que notre situation géostratégique, les ressources naturelles, flore, faune, consorts que nous regorgeons, représentent en réalité les produits dont les nations du monde ont besoin pour leur fonctionnement. Mais quelle est la perception que nous avons de nous-mêmes? C'est-à-dire, il ne faudrait plus que nous soyons perçus par les autres comme un marché, mais nous devons nous-mêmes aussi nous considérer comme étant un espace qui constitue un marché, cette fois-là, pas seulement les marchés où l'on vient exploiter et exporter, mais plutôt un marché où l'on vient extraire, transformer et échanger. Cela est un paradigme qui nous oblige aujourd'hui à nous regarder partant de cet angle-là si nous voulons demain nous présenter comme un État fort économiquement. Et pour cela, nous devons développer cette intelligence du temps. Cette intelligence du temps, comme vous l'avez vous-même dit, que dans son parcours, le RDC a plus d'une fois raté le rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de muter vers un monde numérique. Et la numérisation de ce monde, dans sa dimension de la robotisation, de la digitalisation, fait encore de la RDC une plaque tournante, un acteur incontournable. Mais il faudrait que nous soyons réellement cet acteur incontournable. Mais la grande difficulté, mon cher ami, repose sur un préalable. Les préalables, c'est lesquels? C'est la perception que nous avons de nous-mêmes et la vision que nous avons du monde. Sinon, il serait toujours malsain pour nous d'être cet État qui regorge des ressources, mais des ressources qui sont découvertes par les autres, des ressources pour lesquelles nous n'avons pas assez d'intelligence et de technologie, qui profitent plus aux autres. Ce qui fait que, et étant donné que nous avons tout ce que nous avons, eh bien, pour les autres, nous continuerons à être un espace ouvert qu'il faudrait venir violer un espace, voilà. Prenons d'abord cette mentalité presque partagée généralement. Aujourd'hui, c'est plus facile. Quand vous écoutez les différents points de vue, on estime qu'il y a eu une forme de conditionnement de l'homme congolais à ce contexte. Oui. Justement, on nous a limité à une économie de marché qui se contente de la rente, qui consomme de la fiscalisation et autres. Mais est-ce que les gens qui pensent comme ça ont tort de les penser? Si ils n'ont pas tort,
à quel niveau l'homme congolais s'en est rendu compte et qu'il faut-il faire pour pouvoir, cette fois-là, opérer un shift et essayer de voir les choses différemment? Vous savez, si on veut opérer un shift, il faudrait, comme vous le disiez à la fin de votre question, commencer d'abord par voir les choses différemment. Nous ne sommes pas obligés de continuer à fonctionner avec les mêmes paradigmes. Dès l'instant où ces paradigmes nous ont prouvé leur insuffisance, leurs limites. Pourquoi? Parce que nous sommes un des rares peuples au monde qui, en dépit de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il peut, continue à se conforter dans le contentement. C'est-à-dire, si on peut produire jusqu'à 3, pour nous, ça nous suffit. Et pourtant, le potentiel nous prouve qu'on peut aller jusqu'à 400. À 400, oui. Mais on se contente de produire jusqu'à 3, surtout qu'hier, on n'avait qu'un seul. Le tout part de l'ambition. Nous devons ici développer cette culture de l'ambition. Nous ne sommes pas un peuple aussi ambitieux. Et habitant un grand espace, regardez comment est-ce que même la ville de Kinshasa... Savez-vous que la ville de Kinshasa est peuplée à peine à 37%? Oui. Pourquoi? Et dans ces 37%, nous avons un véritable boom économique. Le prix de l'immobilier ne fait que grimper parce que nous n'avons pas cette vision, cette capacité de voir les espaces ça devrait être libres. Un marché le plus simple parce que Voilà. c'est pas par faute. C'est pas par faute de l'offre. De l'offre. Tout ça parce que nous ne sommes pas assez ambitieux. Regardez lorsqu'on va à la conférence de Berlin. J'aime bien revenir dans l'histoire parce que un regard historique pourrait nous justifier les balbutiements présents. Lorsque nous allons à la conférence de Berlin, du 20 janvier au 20 février, toute la classe politique congolaise est présente lors de cette conférence de Berlin parce que cette conférence avait au départ une vocation politique. Oui. Et qui dit vocation politique, c'était sur le partage, les transferts et le partage du pouvoir. Pour la toute première fois, et d'ailleurs l'une des rares fois dans l'histoire politique du Congo, la classe politique congolaise a parlé d'une seule voix. On a même exigé par les opposants de Lumumba qu'on n'allait pas continuer avec les assises si on ne libérait pas Lumumba, on ne le permettait pas de venir se joindre aux autres à Bruxelles. On l'a fait. Mais lorsqu'au mois d'avril, on va convoquer cette fois-là la conférence économique, là vous allez vous rendre compte que déjà la première classe politique congolaise avait une vision beaucoup plus politicienne qu'économique, oubliant du reste que c'était l'économie qui donnait le moyen politique à la politique. Toutes les grandes figures ont séché. À telle enseigne que même Lumumba s'est fait représenter par des collaborateurs tels que Mobutu, qui n'avait aucune connaissance sur le point économique. Oui. Donc la délégation congolaise a connu une mutation, a connu un changement à la hauteur de 70%. C'était de nouvelles figures. La plupart des jeunes étudiants belgicains qui sont venus représenter les grandes figures. Mais vous remarquerez que la délégation belge a retenu presque le même figure. D'où Thomas Kanza, par exemple, qui était Ils sont de culture. Ils savent que chez eux, il est impossible de pouvoir prétendre diriger sans maîtriser les élémentaires de l'économie. Mais pourquoi vous allez diriger si vous ne voulez pas maîtriser l'économie? C'est logique. Pourtant, ce n'était pas ça la culture congolaise. Non, mais je pense qu'à un certain niveau, lorsqu'on prétend à certaines fonctions, on n'est plus victime de ses limites. On se transcende pour maîtriser même les choses que vous n'avez pas assimilées hier en empruntant, en consultant ceux qui ont les connaissances et les savoirs, afin de marcher, de les avoir comme béquilles. Okay. C'est-à-dire que lors de cette deuxième conférence de Berlin, tous ont séché. Et c'est là pourtant qu'on a été discuté les vraies questions. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes comme ça, nous sommes là. Et ce qui nous amène aujourd'hui, pour revenir à la question, c'est qu'il faudrait que nous puissions intérioriser cette culture économique, intérioriser ces paradigmes économiques, devenir un État marchand. Le chef de l'État parlait par exemple de la création de plus de 6 millions d'emplois. C'est à la fois possible et impossible. Quand je dis impossible, je ne dis pas que c'est infaisable. L'obstacle ou l'handicap serait cette absence de cette culture-là. C'est-à-dire nous sommes plus une société
qui s'érige en une société consommatrice. En lieu et place d'être... De col bleu qui s'attendent à avoir un truc quelque part et puis voilà, c'est-à-dire c'est l'immédiateté. On se contente de ce que l'on fait. L'on se contente, nous, on se vante d'avoir produit, par exemple, autant de tonnes de matières premières. Mais on sait qu'on oublie, c'est que ce n'est pas celui qui produit la matière première qui s'enrichit, c'est celui qui la transforme. Ok, je vous donne l'exemple du Ghana et de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui à eux deux seuls, ces deux États produisent plus de 58% de cacao. Or, qui font l'argent avec le cacao? Ce ne sont pas les produits qui font les pays qui produisent le cacao, mais ce sont les produits qui ont développé l'industrie de la chocolaterie. Et parmi ces pays, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a la France un tout petit peu, et puis il y a les Pays-Bas. Qui génèrent, s'il vous plaît, 80 fois ce que la Côte d'Ivoire et les Ghana génèrent en termes de production du cacao. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, s'il faudrait parvenir à construire véritablement une classe moyenne, comme nous le souhaitons tous, s'il faudrait aujourd'hui nationaliser les patronats congolais, il faudrait aujourd'hui que les préalables commencent d'abord par inculquer à la jeunesse congolaise la culture des affaires. Des affaires. Et, docteur, on va faire une pause à ces niveaux-là, on va revenir parce que c'est très crucial ce que vous venez d'évoquer, mais une autre question de forme. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo n'est pas pris en otage par le souci de redresser les cumuls du passé au lieu de pouvoir penser à une nouvelle politique à long terme? On a l'impression qu'on tourne en rond, on tente de vouloir corriger ce qu'on n'a pas pu faire pendant tant d'années. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. La question, elle est très pertinente. Hein. Je crains même qu'il y ait un piège là-dedans. Elle est très pertinente. Malheureusement, il y en a pas. Ok, merci, ça me rassure. Écoutez, on doit sortir du passéisme. On ne doit pas sortir de la nostalgie pour voir le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera demain. Et nous mettre dans une posture où ces changements qui s'annoncent ne fera pas de nous une victime, mais fera de nous un des acteurs incontournables dans la nouvelle géopolitique ou dans la nouvelle géoéconomie mondiale. Mais Albert Einstein dit ceci: faire les choses de la même manière, en s'attendant à des résultats différents, n'est rien d'autre que de la folie. Tout en sortant du passéisme, tout en brisant les mythes de la nostalgie, nous ne devons pas oublier les causes qui nous ont conduits à ce que nous sommes aujourd'hui. Sommes-nous victimes? Oui. Mais pourquoi nous sommes victimes? Parce que, je vais emprunter ce que disait le professeur Mabika Kalanda, qui disait par exemple que nous sommes colonisés parce que nous avons été colonisables. Si nous sommes victimes aujourd'hui, c'est parce que nous nous présentons nous-mêmes dans cette posture de victime. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas réfléchir pour nous-mêmes. Nous tentons de mettre en application les recommandations et les résolutions pensées par les autres. La Banque mondiale, la BAD, le FMI, voilà ce qu'il faut pour faire sortir. Et malheureusement, même le plus savant d'entre nous se tape la poitrine en disant « nous avons réussi, nous avons rencontré les exigences du FMI ». Et pourtant, le fait de rencontrer ces exigences, c'est avoir ces bons bilans selon les FMI, ne nous a jamais sorti de la précarité, de la médiocrité dans laquelle nous baignons en tant qu'État. Nous sommes un État potentiellement riche. Nous devons réfléchir par nous-mêmes. Nous devons adapter nos paradigmes à nos réalités. Qu'est-ce qu'il nous faut pour sortir de la pauvreté? Mais c'est là, mon cher ami, il faudrait au préalable que nous commencions d'abord par savoir quelles sont les grosses erreurs que nous avons commises, quelles sont les bêtises qu'on aurait pu éviter, mais qu'on a laissé venir et qui aujourd'hui nous ont condamnés à ces stades. Sans pour autant vouloir revenir en arrière pour repenser les blessures, nous voudrions aller en avant mais sans répéter les erreurs d'hier. Et pour cela, nous devons accepter d'intérioriser les changements. Pourquoi? Parce que nous avons... Une véritable résilience. Une véritable résilience, c'est d'ailleurs les termes. Nous avons souvent tenté de changer les hommes, mais nous n'avons jamais changé des cultures et des politiques. Culture politique qui a toujours tenté à nous amener à considérer les fonctions politiques ou politiciennes comme étant des opportunités que nous avons pour améliorer notre condition de vie. Et pourtant, le monde est en train
de courir à une vitesse de croisière. Nous devons courir avec le monde. Et pour courir avec le monde, nous devons changer. Lorsque je parle du changement, je ne parle pas du changement des acteurs, mais du changement que l'homme congolais doit opérer. Devenir, se placer à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur des exigences géoéconomiques aujourd'hui, pour que le marché congolais ne soit pas qu'un marché pour les Kenyans, que ce ne soit pas qu'un marché pour les Gabonais, que ce ne soit pas qu'un marché pour les Ivoiriens, que ce ne soit pas qu'un marché, mais que ce soit d'abord un marché pour les Congolais eux-mêmes. La Chine aujourd'hui se présente comme étant l'atelier du monde. Quand la Chine regarde le monde, il regarde le monde comme étant un marché où il va écouler sa marchandise. Mais son premier marché, c'est d'abord les Chinois. Les 1,4 milliard Chinois qui existent doivent être le premier pour qui la Chine propose. C'est la même vision que le Congo devrait adopter. D'ailleurs, beaucoup de similitudes avec la Chine dans la forme. Mais on va y revenir. Une autre question, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, le regard des autres et nos caractéristiques internes nous placent dans une position de faiblesse? C'est-à-dire que géopolitiquement, dès lors que les autres considèrent comme étant une réserve, disons-le comme ça, mondiale, où chaque puissance peut faire, d'ailleurs, c'est la preuve aujourd'hui qu'on est presque un champ de bataille économique des différentes puissances, est-ce que ce n'est pas des éléments qui nous mettent presque en posture de faiblesse et qui aujourd'hui, s'il faut le renverser, par quoi faudrait commencer? Évidemment, ça nous met en posture de faiblesse parce qu'il faudrait aussi rappeler ici que cette faiblesse constitue un atout pour les États adverses. Ça va en géopolitique, l'affaiblissement d'un État peut être l'élément déclencheur de la prospérité d'un autre. Donc, ça, c'est notre histoire. Voilà, c'est notre histoire. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'on voudrait d'un Congo fort. Personne ne voudrait d'un Congo fort. Même pas Rome, même pas Vatican. Personne ne voudra d'un Congo fort. Au regard de ce que nous avons comme ressources, tout le monde nous voudra faibles. Mais la grande question, voulons-nous continuer à être faibles ou voulons-nous nous présenter en partenaire fiable avec qui on peut discuter en homme responsable et en adulte? Et pour cela, nous n'avons pas besoin des autres d'abord. Nous avons d'abord besoin de faire les ménages chez nous. Mais le ménage qui doit être fait, c'est avant tout un ménage qui reconstitue l'homme congolais. Pourquoi? Parce que l'homme congolais, quand vous le regardez du point de vue anthropologique, tel qu'il se présente aujourd'hui, de par son essence, est plus prêt à servir les autres qu'à se servir lui-même. Il trouve plus de dignité et de fierté en étant jugé intelligent par les autres qu'en prouvant son intelligence dans l'amélioration de ses propres conditions de vie. D'où c'est par où il faut commencer, c'est la résilience. Et quand je parle de la résilience, ce n'est pas simplement survivre de cette hécatombe, mais c'est aussi changer cette hécatombe en une véritable opportunité où l'on peut à la fois transformer l'homme congolais, mais aussi transformer son espace. D'où la refondation d'abord de l'homme congolais. Nous n'avons jamais été pensés, nous Congolais, à être des hommes. C'est quoi être un Congolais? Posez la question à ce que c'est être un Chinois. Nous savons ce que c'est un Américain. Nous savons ce qu'a été un Français du Moyen-Âge. Qui nous a pensé? Nous n'avons jamais eu le souci de nous penser nous-mêmes. Qui sommes-nous? Aucun idéal collectif. Aucun idéal collectif. C'est-à-dire, nous existons en lieu et place de vivre. Ça, c'est le préalable. Il faut créer l'homme congolais. Et il nous faudrait une intelligentsia apolitique, capable de transcender les temps et l'espace, pour dire, voilà par exemple l'idéal de l'homme congolais qu'on voudrait avoir en République démocratique du Congo en 2050, par exemple. Quels sont, parce que 2050, ça fait 25 ans. 25 ans, c'est déjà l'âge de la maturité. L'on suppose que ce jeune Congolais a fini ses études universitaires. Dans quel type d'école allons-nous l'envoyer pour qu'il ressemble à ces jeunes Congolais de 2050 que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous allons lui présenter comme préalable, comme valeur, ainsi de suite? Lorsqu'on va finir de penser cet homme congolais, il faudrait penser ce qui a toujours été une faiblesse au Congo, c'est l'État. Il n'y a pas de prospérité collective sans une véritable structure étatique. Quand je parle de la structure étatique, je parle d'un État au fonctionnement rationnel.
Pas simplement un État du point de vue constitutionnel ou juridique, un État où les prérogatives, où les compétences sont rationnellement dispatchées, un État utilisé, un État où il y a une sorte de redevabilité et de responsabilité, un État où l'État est le seul détenteur, a le monopole de la coercition, a le monopole de la contrainte, un État qui à la fois enseigne, qui encadre. Parce qu'on ne peut rien construire de durable dans le néant. Il faut une fondation. Et cette fondation, c'est l'État. Mais il faudra aussi se poser une question. Que voulons-nous être demain en tant qu'État? C'est partant de ces ambitions, de cette vision, que nous allons nous imposer, que nous déciderons aussi du rôle que nous allons assigner à chacune des institutions qui seront les composantes de cet État congolais que nous voudrions avoir demain. Donc, il est possible de cesser d'être le dindon de la farce, de cesser d'être celui qu'on utilise pour l'enrichissement, la prospérité des autres États, et de continuer à nous pérenniser dans cette misère, dans cette précarité qui, à la fin, constitue une sorte d'insulte au bon Dieu au regard des ressources et des opportunités qu'il nous donne. Donc, je pense qu'il est possible. Mais les tout, je vais répéter, il faudrait inculquer aux Congolais la notion des affaires. Regardez à quoi ressemble aujourd'hui. Je suivis il n'y a pas longtemps une déclaration interministérielle avec les patronats congolais. Quand vous regardez ces patronats, vous vous rendez compte que j'ai essayé de voir, et ça a toujours été le cas. Presque 60% de ces patronats est constitué des étrangers. 60, c'est peut-être minimaliste. Voilà. On a aujourd'hui 12 à 13 banques étrangères, privées, pardon. Toutes ces banques privées sont des banques étrangères. Des banques étrangères. C'est pour dire, c'est pas que les autres soient toujours mauvais. C'est pas que les autres soient toujours méchants à notre égard. C'est aussi parce que nous-mêmes, nous ne nous sommes jamais remis en question. Et c'est le travail qu'il faudrait faire. D'accord, docteur. C'est le travail qu'il faudra faire. On va rentrer dans la deuxième partie, dans les questions de fond. On parle de la main-d'œuvre congolaise. Vous parlez du secteur bancaire. Là-bas, il y a à boire et à manger. On y reviendra. Je connais des Congolais qui ont voulu, qui ont tenté l'expérience, mais qui n'ont pas tenu 5 ans, pour beaucoup de raisons, notamment cette forme de coercition fiscale qui assure les opérateurs. Quelqu'un m'a même dit, essaye d'ouvrir une boutique au coin de l'avenue, vous verrez plus de 5 inspecteurs passer en une journée, et puis à la fin de compte, vous allez vous remettre en question. Mais dans le fond, le Congo a deux secteurs qui représentent à la fois deux problèmes et des solutions. Parlons de la démographie. Aujourd'hui, on a une jeunesse très active, une jeunesse très enclin vers le secteur créatif, l'art et tout ce qui va avec. Comment faire aujourd'hui? Par où commencer pour pouvoir revaloriser cette main-d'œuvre? Et puisque vous parlez de recréer l'homme, par quel levier faut partir? Est-ce par les systèmes éducatifs ou il faut repenser un autre système pour pouvoir prendre en compte la formation de ce nouveau Congolais qu'on veut aujourd'hui? Écoutez, les enjeux ne nous laissent pas les loisirs du temps. Les enjeux nous obligent à ne plus dormir, à ne plus fermer nos boutiques et nos bureaux à 17 h. Nous sommes dans l'obligation de travailler jusqu'à 22 h et commencer à 6 h si nous voulons rattraper les retards que nous avons accumulés. Et vous savez, notre démographie constitue une aubaine. Lorsqu'on regarde la tranche d'âge, plus de 67% de la jeunesse congolaise, à moins de la population congolaise, voulais-je dire, à moins de 25 ans. Ça, c'est un capital humain. Mais il faudrait les capitaliser. Pas former. Il faudrait pas former. Peu encadrer, peu instruire. Voilà, même quand il va à l'école pour trouver un diplôme. Et il faut changer ce paradigme-là. S'il faut travailler avec l'école, évidemment, l'école devait être l'antichambre des industries. L'école devait être l'antichambre du bureau de cadre de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il faudrait que l'on enseigne aux Congolais que la souveraineté est essentiellement économique.
Et qui dit souveraineté économique, c'est lorsque vous avez les moyens de vos ambitions. C'est lorsque vous avez les moyens de votre vision. Et ces moyens ne doivent pas venir des emprunts auprès des institutions internationales. Ces moyens, vous devez aussi les trouver auprès des capitaux nationaux. Voyez-vous? Et pour cela, il faudrait inculquer. Regardez qui tient l'entrepreneuriat au Congo. Qui vend quoi? Qui achète quoi? Les autres font l'argent chez nous. Chez qui est-ce que nous faisons l'argent? Chez personne. C'est-à-dire nous sommes consommateurs. Or, on ne s'enrichit pas dans la consommation. On s'enrichit dans la production et dans la transformation. Et pour cela, il faudrait que l'État mette en place de véritables mécanismes. L'université, l'école a toujours existé, mais l'école n'a pas produit des riches. Regardez, chaque jour nous mangeons les riz, nous mangeons le foufou, manioc ou maïs. C'est notre repas quotidien. Si je vous pose la question, quel est le Congolais qui est le meilleur producteur de manioc, de foufou, yamasango, de maïs? Il n'y en a presque plus, on dirait. Qui est le Congolais qui nous vend la mobilité en termes de transport? C'est-à-dire, nous sommes spectateurs dans un espace que nous prétendons détenir comme propriété. Et tout cela, moi je le crois, qu'il faut d'abord changer ces paradigmes. C'est-à-dire, nous habitons un pays à transformer. Nous n'habitons pas ces pays juste parce que l'espace, nous devons occuper l'espace. Nous n'avons pas la vocation d'occuper l'espace d'abord. Nous avons d'abord la vocation de transformer ces pays. Et pour cela, il faudrait quelque part retoucher à notre système éducatif. Impliquer l'école, que les gouvernements aient une vision claire où il implique d'autres acteurs. Impliquer les... Quand vous allez aujourd'hui en Chine, même l'illettré qui n'a pas été à l'école fait de son mieux pour fabriquer un produit qu'il croit être vendu à Yaoundé, dans un pays même à des milliers de kilomètres. Et il va aller contracter un crédit à la banque pour que son atelier soit à même de produire en grande quantité parce qu'il voudrait exporter. Oui. Mais pourquoi l'État chinois l'accompagne? C'est parce que l'État chinois a l'ambition d'amener la Chine à devenir une superpuissance. Et c'est ce qui nous manque justement. Nous avons l'ambition de devenir des grands hommes dans un espace très pauvre, que d'avoir l'ambition de faire du Congo une superpuissance. Et pourtant, ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. Mais qu'est-ce qui nous fait défaut? C'est avant tout l'absence de cette vision. C'est l'absence de cette vision qui nous empêche aujourd'hui. Il est possible aujourd'hui de créer cette classe moyenne. Et la classe moyenne, on la crée, je reviens là-dessus, c'est d'abord par l'éducation. Développer cette intelligence économique qui nous a toujours fait défaut. Depuis nos pères à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes un pays, le président de la République l'a dit il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours, lorsqu'il s'entretenait avec le député de la majorité. Il dit, je vais paraphraser, qu'il n'est pas normal qu'il y ait cette ruée vers la politique, parce que c'est le seul secteur rémunérateur. Or, si dans un État, la politique est le seul secteur qui sécurise socialement, cela signifie que cette société est en panne. Et c'est aussi la preuve que la corruption a pris des proportions endémiques. D'où il faudrait une véritable machine pour mettre fin à cette corruption qui est devenue endémique, pour pouvoir transformer la société et l'amener à redevenir d'abord une société normale, une société diversifiée, où chacun se lance dans les domaines de sa vocation, oui, et de son savoir-faire, afin de trouver les dividendes qui lui permettent de nouer lui aussi le début du mois, sans aller forcément faire la politique. Avant, une dernière question un peu plus technique. Est-ce que le Congolais
a été mal instruit sur la notion de richesse. Ça, c'est la première, le premier volet de cette question. Mais la deuxième, c'est comment compter sur l'école pour recréer cette dimension de l'entrepreneuriat quand cette école n'a pas été capable de donner ne serait-ce que de l'éducation financière à cette population? Comment le faire? Et déjà, cette école a été mal conçue. Il y a dans un de mes ouvrages, Bâtisseurs des Nations, je posais une question, est-ce qu'il nous faut une école pour la société ou une société pour l'école? Je pense que l'école ne pense pas à la société. C'est d'abord la société qui pense au type d'école qu'elle voudrait avoir. Pourquoi? Parce que ici, l'école devient le cadre de transmission de savoir que l'on transmet aux citoyens pour qu'une fois équipés de ces savoirs, les citoyens puissent résoudre les problèmes de la société. C'est-à-dire, l'école devient le laboratoire qui fabrique les médicaments qui guérissent la société. D'où, c'est à la mission de la société que correspondra la vocation de l'école. Alors, si nous sommes un État, une société ambitieuse, une société qui veut s'ériger en véritable marché, pas seulement en termes de consommation, mais en termes de production et de transformation, il faudrait cette fois-là repenser notre système éducatif. Pour que ceux qui terminent l'école chez nous ne terminent pas l'école et l'université en vue d'aller déposer un CV pour être embauché dans un pays où les Libanais qui y arrivent n'ont même pas besoin d'un diplôme d'État. Les Nigériens qui arrivent n'ont même pas besoin d'aller à l'université. Les Chinois qui arrivent n'ont pas besoin d'un doctorat, d'un MBA pour venir réussir son entreprise ici au Congo. Tout ce dont il a besoin, c'est le flair des affaires, c'est la culture, la notion de l'achat, de la transformation et de la vente. C'est que nous n'avons pas intériorisé. Voilà pourquoi nous nous plaisons aujourd'hui à enrichir les supermarchés des étrangers. Ce n'est pas de la xénophobie. Nous nous plaisons à louer les maisons chez des Indo-Pakistanais et pourtant l'espace est à nous. Pourquoi? Parce que l'État n'a jamais pensé à ce qu'on appelle la souveraineté économique. Pour finir, John Fitzgerald Kennedy, à l'aube des années 1960, disait dans un de ses discours, lorsqu'il y a eu une effervescence à travers le monde avec les accessions aux indépendances, il disait qu'il est une aberration pour un État de prétendre accéder à l'indépendance politique si elle n'a pas d'abord son indépendance économique. C'est-à-dire qu'un État doit avant tout être indépendant économiquement si cet État veut prétendre à l'indépendance politique. Or, l'indépendance n'est ni un événement, ni un miracle. C'est un processus qui doit être pensé au préalable. C'est-à-dire, comment allons-nous résoudre nos problèmes et comment allons-nous tenter de résoudre les problèmes des autres pour qu'en échange, nous puissions récupérer les richesses, les amener chez nous, les transformer et nous mettre à l'abri d'une quelconque dépendance. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'être dépendants. Un État qui se veut dépendant aujourd'hui est un État qui fait la négation même de son existence. Parce qu'un État a essentiellement la vocation souverainiste. Il faudrait que cet État s'assume par lui-même. Donc, l'école n'a pas joué le rôle, non pas parce que l'école s'est détournée de son rôle, c'est parce que l'État n'a pas donné à l'école son rôle. L'école ne décide pas de son rôle, c'est l'État qui doit définir. Voilà pourquoi, par exemple, je reviens encore à la Chine. Vous vous rendez compte que chez nous, par exemple, dans un pays qui n'avance pas, on a plus d'économistes, plus de politologues, plus de juristes. Contrairement aux pays qui sont émergents, regardez la Chine, regardez la Turquie, regardez la Chine, regardez l'Inde. Ce sont des pays des ingénieurs. Même les Nigériens, ce sont des pays des ingénieurs. Voyez-vous, sur 10 nouvelles universités qui surgissent, 5 ou 6 d'entre elles ont dans leur spécialisation l'ingénierie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les États normaux ont besoin, pour pouvoir assurer leur autonomie, leur indépendance et leur puissance, ils ont besoin d'un soldat, ils ont besoin d'un diplomate, ils ont besoin d'un ingénieur. Le monde aujourd'hui est perçu dans la nouvelle géoéconomie, est perçu comme étant
un marché. L'espace international est un marché d'échange, où l'on échange non pas seulement des idées, mais l'on échange aussi des produits. Et pour cela, il faudrait que l'ingénieur au Congo cesse d'être celui qui a été jugé incapable de faire les droits, incapable de faire l'économie ou les lettres, parce que c'est l'impression que nous avons chez nous ici. Ceux qui vont à l'ISTA, ceux qui vont... Voilà, ce sont des étudiants moyens. Et pourtant, regardez, quand vous prenez Deng Xiaoping, vous prenez Xi Jinping, vous prenez... Les Chinois sont avant tout des ingénieurs. Des ingénieurs. Merci, docteur. Alors, la dernière question, on va le prendre en 3 minutes, c'est que dans un contexte qui est le nôtre, une économie où l'agent monétaire, qui est la Banque centrale, lutte de manière permanente contre l'inflation, occasionnant tout ce qui peut arriver dans les systèmes économiques, on a certes une jeunesse très dynamique, on a une société avec une forte propension vers l'informel, parce que également le cadre formel ne donne pas toutes les garanties nécessaires. S'il faut aller activer et donner du volume à ces producteurs locaux, qu'est-ce que le Congo doit faire? Peut-être pas dans l'immédiat, mais à très court terme. Qu'est-ce qu'il nous faut pour rééquilibrer le secteur de la production, rien que dans l'agro-industriel, par exemple? C'est avec beaucoup de peine qu'on en parle. Plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Mais on importe la tomate. On importe la tomate, plus de 3 milliards de dollars que l'on débourse chaque année pour faire baisser les prix des produits alimentaires. Il faut supplier tous ces importateurs qui, eux aussi, vous disent que voilà, la taxation, ainsi de suite, et la douane nous coûte énormément. Donc, tout ça parce que nous avons repris ces pays de Belges sans savoir trop ce que nous allons en faire. Sans savoir ce que nous allons en faire. Il est possible, mon cher ami, de connaître cette autonomie. C'est l'État. Quand je parle de l'État, je ne parle pas d'abord des moyens matériels et financiers que l'État doit donner. Je parle avant tout de ces moyens culturels et intellectuels. Amener les Congolais à comprendre que l'espace que j'ai n'est pas simplement un lieu d'habitation pour moi, mais je peux aussi en faire avec cette nouvelle vision. Comme on l'a dit, la vengeance du sol sur le sous-sol. Mais il faudrait qu'on aille au-delà de ces refrains pour voir l'État réellement mettre en place de véritables séminaires de mobilisation, de conscientisation, de vulgarisation, mais par la suite donner aussi des moyens pour que cette vision de la vengeance du sol sur le sous-sol devienne une réalité, que l'on cesse de... C'est dans quel pays aujourd'hui au monde, même le Burkina Faso n'importe pas la tomate, le Burkina Faso, même le Mali, qui pourtant sont des pays désertiques. Et ceux qui nous regardent, nous observent, ils se disent que soit nous sommes envoûtés, soit nous avons des têtes qui sont totalement vides. Or, que l'on ait des têtes vides, que l'on soit envoûté, il y a possibilité de remédier. Et pour y remédier, il faudrait mettre en place une politique véritable. Une politique, et cette politique a besoin de transcender. Peut-être qu'il nous faut commencer par la délivrance avant de mettre en place. Mais c'est quoi la délivrance? La délivrance n'est pas forcément par imposition de main. Ce que nous sommes en train de faire là, échanger, ce que l'on fait généralement, ce sont des délivrances. Délivrance, c'est quoi? Parce que dès l'instant qu'on devient conscient de son envoûtement, c'est déjà le début du processus. On a commencé à cesser d'être envoûté. Et cette délivrance ne viendra pas de la communauté internationale. Il faut cette fois-là une auto-délivrance. Cette auto-délivrance arrive parce que nous avons pris conscience de ce que nous sommes en train de manquer en continuant à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et là encore, l'État, l'intelligentsia congolais. C'est là où j'ai toujours exhorté que les dirigeants politiques aient l'élégance, cette grandeur d'âme et d'esprit pour échanger avec le savant, pour échanger avec son intelligentsia. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une méthode à recréer.
Tout ce qui devait être fait, tout ce qui devait être dit a déjà été dit. Mais le problème, c'est que l'acteur politique a une vision très écourtée. Une vision qui se définit en termes de mandature. On doit, à ce stade ici, s'élever au-delà des mandatures pour s'ériger en homme d'État. Voir le Congo de 20 ans à venir, voir le Congo de 15 ans, de 30 ans à venir. Ce qui nous aidera à avoir de véritables politiques, des politiques pérennes. Politiques qui ne sont pas modifiées parce qu'il y a l'avènement d'un nouveau régime. On peut changer de régime autant qu'on le voudra, mais on peut conserver la vision que nous avons en tant que nation, en tant qu'État. Et pour cela, il faudrait, mon cher ami, l'implication des uns et des autres. Il faudrait que l'acteur politique qui a la charge de la gouvernance publique comprenne aujourd'hui que les partis politiques ne sont pas les pépinières du savoir. Il faudrait qu'ils aient le courage de recruter en dehors des partis politiques, en dehors des regroupements politiques. Parce que les savants sont aussi dans les universités. Et l'avantage d'avoir ces savants qui chôment quelquefois dans nos universités, c'est qu'ils ont des suggestions qui sont objectives. Ils ne les vous disent pas pour vous plaire. Et c'est comme ça que les États sérieux se construisent. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique et la Chine, deux superpuissances économiques, se battent pour le contrôle des minéraux congolais. En fait, nous revenons en 1885, où les grandes puissances, les 14 puissances, se réunissent pour décider du sort du Congo. Donc nous revenons des siècles avant nous. Mais nous devons nous poser la question, dans cette bataille où des éléphants se battent, nous ne sommes que l'herbe qui souffre. Dans ce théâtre de combat entre les puissances, quelle est notre part? Quel est notre sort? Donc il faudrait qu'à un moment donné, nous nous arrêtons pour comprendre que la politique devient une drogue pour nous. Non pas une drogue qui nous donne de la stimulation, mais une drogue qui nous endort. De l'opium, voilà. La politique est devenue une véritable opium. Et le leadership qui nous gouverne aujourd'hui et qui nous gouvernera demain aura besoin, à un moment donné, de s'émanciper des contraintes et des alliances politiques pour décider en toute objectivité comment mettre le Congo sur les rails. Et pour cela, une vision économique importe énormément. Énormément. Ça sera donc le dernier mot, docteur Silas. C'est moi qui vous... Je crois qu'avec vous, le temps passe très vite. Mais je crois qu'on a toute une vie pour pouvoir aller progressivement sur ces questions-là. Je crois que s'il faut résumer les docteurs, je dirais, ça me fait penser à une phrase qu'un vieux sage a dit un jour, la forme la plus élevée de l'action est la réflexion. On est aujourd'hui ce qu'on a posé comme acte hier et on sera demain ce qu'on posera comme acte aujourd'hui. Et j'espère que ceux qui auront la chance de suivre cette émission le prendront pour un conseil, de propositions à faire fructifier pour que chaque Congolais se retrouve véritablement un citoyen et acteur économique sur son propre sol. C'est donc la fin de ce 8e acte d'entretien, le tout dernier de l'année 2024. On se retrouve l'année prochaine pour des nouveaux épisodes, des nouvelles aventures. Cette fois-là, peut-être on ira dehors, on ira en province pour vous rapporter des vraies questions de développement et des vrais débats. Mais le docteur Silas, on va le garder avec nous parce que c'est toujours un consultant important, dernier ressort, qui vient apporter la lumière à beaucoup de questions que vous vous posez. Docteur, c'est encore un plaisir. Merci et bonne année à vous. Le plaisir est partagé. Et on se retrouvera très prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup à la grande équipe derrière. Merci à Miguel, à Ali, à Junior, sous la direction technique de Benoît et la coordination de Jean Blaise. Excellente suite de nos programmes. Bonne fête à vous, bonne année et à l'année prochaine. Au revoir.